Bon, d'abord, je voudrais donner deux précisions. Lorsqu'on parle de numérisation, à mon avis, on mélange deux choses. Il faut bien distinguer l'outil lui-même, la numérisation, et puis l'usage qu'on en fait, le digital. Parfois, on mêle les deux, et ce n'est pas du tout la même chose. On peut avoir un super équipement et pas savoir s'en servir. J'en sais quelque chose. Oui, j'ai un super iPhone mis à disposition par la CAF et je ne suis pas certain de bien l'utiliser. Enfin bon, je n'ai pas besoin de prestations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour être à l'aise avec la numérisation ou le digital, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut des applicatifs qui marchent. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accéder à des applications qui vont vous permettre de faire votre demande en ligne et qui vont vous permettre d'éviter de vous déplacer. Je précise que ce n'est pas toujours le cas et que notamment sur certains simulateurs, je pense au logement, on est avec des prestations tellement compliquées que faire un applicatif dans ces conditions, c'est extrêmement complexe. Et il y a parfois, moi je vois en CRA, commission de recours amiable, il y a tas de gens qui se plaignent, qui disent qu'on s'est trompé dans le calcul de la prestation. Ben non, c'est eux qui n'ont pas su donner tous les éléments pour bien calculer la prestation ou simuler la prestation. Il y a 30 000 règles de droit à appliquer, vous pensez bien qu'il peut y avoir des difficultés. Donc des applicatifs. Deuxièmement, il faut du matériel. Il faut du matériel et il ne faut pas seulement un ordinateur, il faut aussi une imprimante. Si vous n'avez qu'un ordinateur ou qu'un iPhone, vous êtes perdu. Il faut l'imprimante derrière. Donc il y a déjà un premier risque de fracture qui tient au numérique. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on peut mettre dans... alors là, on a même employé une expression qui est l'électronisme. Bon, très bien, on a fait un néologisme, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et puis ensuite, il faut aussi éviter une autre fracture, qui est la fracture culturelle. Culturelle vis-à-vis de l'informatique, il faut savoir se servir de cet appareil. Et puis, tout bêtement, il faut parler français et il ne faut pas être illettré. Et là, on a un autre risque de fracture. Et tout ça va se regrouper sur les 15 à 20% de personnes qui sont en difficulté. Et puis, je crois qu'il ne faut pas inverser les choses. On ne peut pas dire que l'inclusion, ou la non-inclusion plutôt, numérique crée de l'exclusion. Je dirais plutôt que la non-inclusion numérique se rajoute à l'exclusion tout court, je ne sais pas si je suis bien clair, se rajoute à l'exclusion tout court, et c'est cette exclusion qui a elle-même généré de l'exclusion numérique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Bien, je crois que d'abord, je vous ai dit qu'on traitait le plus possible lorsque les gens étaient capables d'utiliser le digital, on traite le plus possible avec les outils numériques. Et ça marche. Pour la première fois cette année, on a reçu plus de données informatiques par numérisation. Alors, bon, je n'ai pas toujours les bons termes, vous traduisez, mais on a reçu plus de données par Internet pour traiter les dossiers que par papier. C'est dire que le mouvement est en marche. Il y a des caractéristiques qui sont intéressantes à mettre en évidence. Les déclarations trimestrielles de ressources du RSA, des bénéficiaires du RSA, se fait maintenant quasi intégralement, je crois, par Internet. Donc ça marche. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Pour les autres, je crois que d'abord, on a maintenu les accueils physiques. Alors ça, j'y tiens beaucoup, parce que je dis parfois que les CAF, c'est le dernier endroit où il y a de la lumière. Les services publics ont tendance soit à fermer les accueils, soit à faire de l'accueil exclusivement sur rendez-vous, soit à limiter à tellement peu de choses que c'est plus de l'accueil, c'est de la Libye. Donc, on maintient les accueils. Et dans ces accueils, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on accompagne le demandeur. On a un dispositif qu'on appelle le libre service accompagné, c'est-à-dire que dans toute la mesure du possible, on l'aide à faire plus qu'on ne fait pour lui. Ça, c'est la lettre. Ça ne marche pas, on est en train de revoir le fonctionnement des accueils. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien entendu, on ne peut pas considérer que
on va se limiter à 12 accueils CAF avec des personnes qui ont besoin d'un contact parce qu'elles ne maîtrisent pas l'informatique. Donc, on a des liens avec à peu près 250 opérateurs très divers, CCAS, centres sociaux, associations, que l'on mandate en quelque sorte, que l'on accompagne pour qu'elles aient accès aux dispositifs numérisés de la CAF, aux dispositifs qui vont lui permettre de connaître les prestations de la CAF, mais aussi de connaître, dans certains cas, le dossier des allocataires, pour que ces personnes, que ces associations ou ces opérateurs puissent démultiplier le nombre d'accès physiques pour des personnes. Alors, ça marche, et moi je tiens beaucoup, et je finance sur le budget d'action sociale, un certain nombre d'associations que j'appelle à bas seuil, comme on parlait d'associations à bas seuil dans le domaine de la lutte contre le sida. Ce sont des associations qui sont intégrées dans le 3e, par exemple à Marseille, le quartier le plus pauvre d'Europe, et qui sont, si elles n'étaient pas là, eh ben, les gens n'iraient nulle part. Et donc, pour nous, ce sont des partenaires privilégiés qu'on aide financièrement. Alors, on a fait aussi, l'année dernière, le recours à des jeunes en service civique. Alors pourquoi? Pour que justement ces jeunes en service civique puissent accompagner les allocataires. Ils ont été positionnés dans les centres sociaux et ils reçoivent en quelque sorte les allocataires et ils les aident à entrer sur leur dossier. L'idée, c'est non pas de faire à la place, mais c'est de faire faire. Voilà, ça c'est les grandes lignes de ce que l'on peut faire. Et bien entendu, chaque fois qu'on peut accompagner des actions de groupe pour améliorer l'usage de la numérisation, on le fait. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi quelques projets. Et je pense que ce qu'on fait là, ça a amélioré la fiabilité, ça a permis un traitement de masse, ça a permis une première approche pour les allocataires. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là, ni à la CAF, ni ailleurs. Et bon, je vous parlerai tout à l'heure, si vous m'en donnez la parole, de ce que j'appellerais le data mining à l'envers. Vous voyez que ça ouvre un certain nombre de possibilités, la numérisation, dont je vous parlerai. Parce qu'il y a un sujet aussi, c'est que lorsque vous allez faire une demande de prestation, vous êtes bien accueilli à la CAF, bon, parfois vous attendez un peu, mais ensuite, même si vous maîtrisez l'informatique, le penchant de l'être humain, en tout cas c'est ce que je fais chaque fois que quelqu'un peut faire à ma place, eh ben, c'est, même si on maîtrise la fonction, c'est de dire, ben, faites-le vous, puisque vous êtes là, et vous le ferez mieux que moi. Et sur des populations en précarité, d'origine étrangère, proches de l'illettrisme, eh ben, il y a tellement peu d'estime personnelle que, mon Dieu, on craint de se tromper, et on préfère faire que faire soi-même. Voilà. Je m'en tiens là pour l'instant. Très bien. Donc, on comprend que vous avez un bilan positif, mais que vous associez étroitement la technologie et l'accompagnement humain. Oui.